Jérusalem, 11 avril 1961. Ici s'ouvre un procès annoncé comme historique. Pour la première fois, un criminel nazi de premier plan va être soumis au jugement de ses victimes. Grâce à la captation directe, à ses retransmissions quotidiennes dans différents pays, la télévision fait de ce procès un des premiers événements médiatiques mondiaux. Comme jamais auparavant, il donnera la parole aux rescapés du génocide. Il examinera la culpabilité d'un homme dans ce qui fut le plus grand crime contre l'humanité du XXe siècle. David Ben Gourion, le chef d'État israélien, voulait que ce procès fût le Nuremberg du peuple juif. Ses retombées seront au-delà des espérances. Il va faire entrer le génocide des Juifs dans l'histoire et dans la conscience collective. L'homme qui prend place dans la cage de verre, le protégeant d'un acte de vengeance individuelle et sur qui pèsent tous les regards, s'appelle Adolf Eichmann. Âgé de 55 ans quand s'ouvre le procès, il dirigeait de 1939 à 1945 le département des affaires juives, le bureau 4B4 du SD, le service de répression du Troisième Reich dirigé par Reinhard Heydrich, le poste avancé du génocide. Eichmann a fait toute sa carrière dans la SS et le SD. Sa tâche principale, à partir de janvier 1942, était d'organiser le transport des Juifs vers les camps de la mort, vers les chambres à gaz. האם אתה מודה או אינך מודה בפרט האישום השישי? Bekennen Sie sich zum 6. Anklagepunkt schuldig oder nicht schuldig? Im Sinne der Anklage nicht schuldig. ברוח כתב האישום לא אשם. האם אתה מודה או אינך מודה בפרט האישום השביעי? Bekennen Sie sich zum 7. Anklagepunkt schuldig oder nicht schuldig? Im Sinne der Anklage nicht schuldig. ברוח כתב האישום לא אשם. האם אתה מודה או אינך מודה בפרט האישום השמיני? Bekennen Sie sich zum 8. Anklagepunkt schuldig oder nicht schuldig? Im Sinne der Anklage nicht schuldig. Un an avant l'ouverture du procès, lorsque Ben Gourion a annoncé sa capture à Buenos Aires, où Adolf Eichmann avait trouvé refuge sous une fausse identité, le Premier ministre israélien l'a désigné comme le principal responsable de la solution finale, l'assassinat programmé de 6 millions de Juifs européens. C'est ce que va s'employer à démontrer le procureur général de l'État d'Israël, Gideon Hausner. La défense d'Eichmann est assurée par Robert Servatius, un avocat allemand qui, en 1945, avait défendu Sauckel et Brandt à Nuremberg. C'est lui qui ouvre les débats. Ich sagte, dass die Unzuständigkeit des Gerichts sich auf einem prozessualen Grund ebenfalls ergibt. Die Entführung des Angeklagten und seine Verbringung vor dieses Gericht kann die Zuständigkeit des Gerichts nicht begründen. Der Angeklagte hat nach seiner Entführung eine Erklärung unterschrieben, wonach er sich freiwillig dem israelischen Gericht unterwirft. Diese Erklärung lautet: Ich, der Unterzeichnete Adolf Eichmann. La déclaration, qui selon l'avocat démontre l'irrégularité du procès, a été signée par Eichmann lorsqu'il était retenu au secret par le commando du Mossad qui l'a kidnappé. Reconnu par une famille d'origine juive, Eichmann avait fait l'objet d'une longue traque avant d'être capturé devant chez lui, un soir de mai 1960. Pendant que le commando attendait l'arrivée de l'avion de la compagnie El Al qui allait le ramener en Israël,
Eichmann avait signé un document stipulant qu'il acceptait d'être jugé par un tribunal israélien. Pour éviter une crise et afin que les choses soient faites dans la légalité, nos conseillers juridiques ont pensé que si Eichmann signait un document déclarant qu'il était d'accord pour être jugé en Israël, ça passerait mieux. Les conseillers juridiques ont donc rédigé ce document et Zvi Aharoni, qui l'avait apporté avec lui, a tenté de convaincre Eichmann de le signer. Il n'a pas signé immédiatement. Ça a pris 2 jours. Après la chute du Troisième Reich, Eichmann change d'identité. Il va dans le nord de l'Allemagne où il travaille comme bûcheron sous un faux nom. Et autour de 1948-1949, il entre en contact avec le réseau clandestin qui aide les SS à fuir l'Europe pour l'Amérique du Sud. Il obtient les papiers dont il a besoin et en 1950, au mois de juillet, il embarque à Gênes sur un cargo qui l'emmène à Buenos Aires, en Argentine. Il a pu ensuite faire venir sa femme Vera et ses garçons. À la fin des années 50, rechercher d'anciens criminels nazis n'était pas la priorité du gouvernement israélien. Le procureur général de l'État de Hesse, en Allemagne, Fritz Bauer, avait signalé aux Israéliens qu'Eichmann se trouvait en Argentine. Zvi Aharoni, un enquêteur du Mossad dont la famille a été massacrée par les nazis, s'était rendu seul à Buenos Aires. Il devait s'assurer que l'homme qui habitait la rue Garibaldi, connu sous le nom de Ricardo Clement, était bien Adolf Eichmann. C'est seulement après avoir ramené les photos prises par Aharoni que le Mossad décidait d'envoyer un commando en Argentine, chargé de l'identifier avec certitude, de le capturer et de l'exfiltrer vers Israël. Kidnappé le 11 mai 1960, séquestré dans la cave d'une planque louée par les agents israéliens, il reconnut immédiatement être Adolf Eichmann. Il avait les yeux fermés et il était nu. Zvi Aharoni l'interrogeait et il lui a demandé son nom. Il a répondu Otto Henniger. C'était le nom qu'il utilisait en Allemagne. Non, quel est ton nom? Ricardo Clement. Le nom qu'il utilisait en Argentine. Quel est ton numéro dans la SS? Il a donné le numéro et il a dit « Je suis Adolf Eichmann ». L'avion de El Al n'arrivait que 10 jours plus tard. Les agents du Mossad se relayaient dans la planque pour surveiller et interroger Eichmann. L'homme tombé entre leurs mains ne ressemblait pas au monstre qu'ils avaient imaginé. Je pensais rencontrer quelqu'un avec une forte personnalité. Ce n'était pas le cas. Bien sûr, les conditions n'étaient pas idéales pour lui. Il était prisonnier. Ce n'était pas comme lorsqu'il était assis derrière son bureau et qu'il donnait des ordres. Eichmann était un officier et par son éducation, il se devait d'être loyal et d'obéir jusqu'au bout aux ordres de ses commandants, de ses supérieurs. Quand nous sommes devenus l'autorité à laquelle il devait obéir, il a fait ce qu'on lui demandait sans hésitation. Va à droite, va à gauche, assieds-toi, mange, bois. Il obéissait à tout. Quelques jours après avoir signé la déclaration par laquelle Eichmann acceptait d'être jugé en Israël, l'avion atterrissait à Buenos Aires. L'ancien nazi fut drogué et, comme le reste du commando, revêtu d'un uniforme de la compagnie El Al, afin de passer sans encombre les contrôles de sécurité. Le docteur était assis à côté d'Eichmann.
Il lui a fait une piqûre au bras, car on voulait qu'il soit étourdi. Et il est arrivé à moitié endormi. Nous avons dit aux gardes, nous avons un malade avec nous. C'est bon, allez-y. On l'a soutenu dans les escaliers pour monter dans l'avion. Yakov Gat le tenait par le coude pour l'aider. Eichmann n'a pas eu à monter de lui-même dans l'avion. Il a été porté, mais c'était comme si on l'aidait à monter. Nous lui avons préparé tout de suite un lit et il s'est endormi. Il s'est réveillé à Tel Aviv. אדוני יושב-ראש, חברי הכנסת, אולי להודיע לכנסת כי לפני זמן מה נתגלה על ידי שירותי המודיעין בישראל אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן. Les forces de sécurité israéliennes ont découvert très récemment l'un des plus grands criminels de guerre nazis, Adolf Eichmann, l'homme qui a inventé et réalisé la solution définitive à la question juive, c'est-à-dire l'extermination de 6 millions de juifs européens. Adolf Eichmann sera bientôt jugé en Israël selon la juridiction prévue à l'encontre des nazis et de leurs collaborateurs. La déclaration de Ben Gourion fait l'effet d'un coup de tonnerre. Elle est accompagnée de débats dans les médias du monde entier. Il y avait une polémique dans le monde pour savoir si Israël avait le droit de capturer Eichmann. Israël, un pays qui n'existait pas pendant la Shoah, avait-il le droit de représenter le peuple juif? Tous ces débats agitaient aussi le pays. Do you, as a German Jew, like the idea of Eichmann being tried in Israel? No, I don't like it at all. Even though I'm personally concerned about it, because I lost my whole family here in Germany in various camps. I don't think there's any legal basis for it whatsoever. And I don't think it will serve any purpose. Possibly, if they would want to have a trial, they possibly should have had an international court, but in no case whatsoever should he be tried by an Israeli jury. Do you think that Eichmann should be tried in Israel? Well, I think he should be tried in Israel because Israel is the country where the victims now live. That's the republic where all the victims of our of Hitler's and our guilt is. Now, Mr. Fawcett, perhaps we could begin with you. I think there's a legal point which sticks in many people's throat about this Eichmann case. The man was kidnapped in Argentina and dragged quite unwillingly to stand trial in Israel. Does this cast a doubt in any way on the legality of this trial? No, he was kidnapped and his kidnapping was unlawful. Argentina complained about this to the United Nations. Israel went there to answer the charges. The whole matter was debated and settled to the satisfaction of the parties, and there's no outstanding complaint there. But what about this idea which many Jews have, that the one effect of this trial will be to increase anti-Semitism? I doubt it. You can't cause anti-Semitism by this trial. You can only stimulate it where it already exists. I don't think one can take into account the reactions of the pathological anti-Semite. C'est dans une salle de spectacle, la Maison du Peuple de Jérusalem, qu'aurait lieu le procès. On la transforma en tribunal et l'on construisit la cage de verre qui allait accueillir l'accusé. Elle demeurerait indissociablement liée à son image médiatique. En entendant la déclaration de Ben Gourion à la radio, le producteur américain Milton Fruchtman eut l'idée de filmer le procès. J'étais déjà allé à Jérusalem où j'avais travaillé sur un film pour NBC, une biographie du Premier ministre David Ben Gourion. NBC avait fait parvenir une copie du film à Ben Gourion et en retour, il m'a écrit pour me dire que ce film était juste et objectif et que si je projetais de me rendre à Jérusalem un jour, il serait ravi de me voir. Et je me suis donc dit, voici ma chance, je vais aller le voir. À l'époque,
Il n'y avait pas de télévision en Israël. Ben Gourion s'y était toujours opposé. Mais puisque Fruchtmann avait obtenu l'accord d'une retransmission quotidienne par plusieurs chaînes de télévision, notamment allemandes et américaines, le Premier ministre israélien se laissa convaincre. Grâce à ces retransmissions, le procès quittait l'enceinte du tribunal pour toucher une audience internationale. Les séances seraient donc filmées, à la condition que les caméras ne soient ni visibles, ni audibles dans le prétoire, afin de ne pas perturber les débats, de ne pas influencer les témoins. Il fallut donc les camoufler. J'ai reçu une lettre du gouvernement israélien qui disait qu'il avait été décidé qu'au maximum, 4 caméras pourraient être installées dans la salle d'audience avant le début du procès. J'ai construit la salle des commandes, le studio d'enregistrement, et j'ai fait en sorte de relier les 4 caméras installées dans la salle d'audience à tout cet équipement. Restait pour Fruchtmann à trouver un réalisateur capable de prendre en charge le filmage du procès. À la fin de la guerre, Léo a été engagé par CBS pour mettre sur pied ce qui était une nouvelle chaîne de télévision. La télévision était à ses débuts et la production télévisée n'avait pas encore été inventée. À l'époque, on ne savait pas vraiment comment gérer 5 caméras en simultané et basculer de l'une à l'autre, en direct, comme cela se passe tout le temps aujourd'hui. CBS News embaucha donc Léo comme réalisateur afin qu'il participe à la création de l'art et de la technique télévisuelle, ce qu'il a fait. Tandis que le procès Eichmann prenait forme, Milton Fruchtmann cherchait quelqu'un qui pourrait assurer la formation complète d'une équipe en partant de rien. Et Léo l'avait déjà fait. Il l'avait fait à CBS. Et donc, Fruchtmann savait que Léo pouvait le faire. Les innovations techniques de tournage et d'enregistrement vidéo, qui en étaient à leur début, allaient permettre d'envoyer chaque soir les cassettes enregistrées le jour même, dans de nombreux pays. Nous avons enregistré près de 2000 km de bandes vidéo. Des extraits du procès ont été envoyés dans 56 pays à travers le monde, partout où la télévision existait déjà. Et environ 35 autres pays qui ne disposaient pas de la télévision l'ont projeté dans les salles de cinéma sous forme de films d'actualité. Les films ont donc été vus dans le monde entier. À l'approche du procès, la tension montait en Israël. Il n'y avait pas de place libre. Les gens se battaient. Ils faisaient la queue la nuit pour avoir un billet d'entrée. Les journalistes sont arrivés du monde entier, parmi eux les plus importants. Certains sont restés un peu, la plupart sont rentrés après les premières séances. Mais pour l'ouverture qui a eu lieu en avril 1961, la salle était remplie de toutes les pointures des médias et de la télé. Les plus grands juristes du monde sont venus à Jérusalem et ont suivi de près le procès. Ils surveillaient son déroulement, sa conformité aux lois. Pour le procureur Gideon Hausner, le procès se déploie sur 2 fronts. Dans un premier temps, il s'agit de faire témoigner les rescapés. Une prise de parole qui leur permettra de rompre avec l'ostracisme où les a relégués le jeune État juif, autant que de percer la chape de silence ayant recouvert le monde à l'issue du génocide. Il s'agira ensuite de juger un criminel hors norme, dans le cadre exemplaire des règles de droit. בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן, אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן, בשעה זו, 6 מיליון קטגורים. אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שם, אני מאשים, מפני שאפרם נערם בין גבעות אושוויץ לשדות טרבלינקה, נשטף בנהרות פולין, וקבריהם פזורים על פני אירופה, לאורכה ולרוחבה. דמם זועק,
אך קולם לא יישמע. יהיה על כן אני להם לפה, ואגיד בשמם את כתב האישום הנורא. À son arrivée en Israël, Eichmann avait été placé en détention dans un camp fortifié près de Haïfa. Une cellule d'enquête, le bureau 06, composé de policiers et de magistrats, fut constituée pour préparer le procès. Gabriel Bach, le jeune adjoint au procureur, en faisait partie. Pendant 9 mois, j'étais en charge de l'instruction. Après cela, on me voit aux côtés du procureur général Gideon Hausner. Nous apparaissions ensemble au cours du procès et également pendant l'appel. Donc, pendant 2 ans, j'ai travaillé à plein temps sur le procès Eichmann. Au début, la question était de savoir comment préparer un tel procès. Nous n'avions jamais eu à nous occuper d'un dossier d'une telle taille ou d'une telle importance. Il a été difficile dans un premier temps de trouver des témoins. Beaucoup d'entre eux ne voulaient pas parler. Ils avaient mis cet épisode de côté. Ils n'en avaient pas parlé à leur famille. J'ai insisté pour qu'il y ait au moins un témoin qui viendrait en personne de chaque pays concerné. Mais bien sûr, les documents constituaient la matière principale. Parce qu'Eichmann était le chef du département chargé des affaires juives de la Gestapo pendant toute la guerre, toutes les principales décisions prises figuraient dans des documents écrits par lui-même ou ses supérieurs hiérarchiques ou des subordonnés de son département. Et donc, l'essentiel du procès reposait sur les documents. Des documents, Eichmann en avait signé des centaines. Tous accusaient sa responsabilité. Pour autant, pouvait-il être considéré comme le responsable de la solution finale, l'assassinat programmé de tous les Juifs d'Europe? C'est au tribunal de Nuremberg, en 1945, que Heuss, le directeur du camp d'Auschwitz, et Wisliceny, l'un de ses subordonnés, l'avaient désigné comme tel. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Ungarn ging Eichmann persönlich mit einem großen Kommando nach Ungarn herunter. We haven't yet heard, have we, what happened to these Jews from Hungary? Sie wurden restlos nach Auschwitz gebracht und dort der Endlösung zugeführt. Wisliceny et Heuss avaient essayé de blâmer Eichmann pour tout ce qui était arrivé aux Juifs. Eux étaient complètement innocents. La déportation, les camps de la mort, les camps de concentration, tout cela, Eichmann en était le seul responsable. C'était un jeu de dupes. Chacun s'employant à faire porter le chapeau à Eichmann, alors que lui-même, en 1946-47, n'était pas là pour défendre son nom. Et quand Eichmann a eu vent de ces déclarations, de ces accusations, il en a été très choqué. Il était furieux, car il a compris que ces témoignages lui causeraient des ennuis s'il se faisait capturer. La carrière d'Eichmann à la tête du département 4B4, le département des affaires juives, semblait pourtant confirmer les déclarations de Heuss et Wisliceny. Dès 1938, il avait été chargé de mettre en œuvre le pillage et l'expulsion des Juifs d'Autriche. Il avait ensuite fourni plusieurs rapports à sa hiérarchie sur l'extermination des Juifs de l'Est par les Einsatzgruppen, les commandos mobiles de tuerie. C'est lui qui avait préparé la conférence de Wannsee, qui en janvier 1942 avait entériné la solution finale. Il s'agirait désormais d'assassiner les Juifs dans les chambres à gaz et non plus dans des fosses ou des camions à gaz. Après la conférence de Wannsee, Eichmann avait dirigé la déportation des Juifs vers les camps d'extermination, dans tous les pays sous domination nazie, et ce, jusqu'à la toute fin de la guerre.
Le plus important pour moi était de trouver des documents de Pologne, parce que c'est là que se trouvaient les camps de la mort. Je voulais savoir quelles étaient les preuves de l'existence de ces camps, comment ils fonctionnaient et ce qui s'y passait. Le gouvernement polonais de l'époque n'était pas très pro-israélien. Ils avaient donné des consignes pour empêcher toute personne de coopérer avec nous à la préparation du procès. Néanmoins, beaucoup de gens voulaient nous apporter leur aide et ils nous ont envoyé des lettres anonymes. Je n'oublierai jamais avoir reçu un jour une lettre. Il s'agissait de pages dactylographiées contenant le nombre de Juifs qui avaient été envoyés à Auschwitz, avec les numéros qu'on leur avait donnés, qui ont été tatoués sur leurs bras. Mais dans une affaire criminelle, comment utiliser un tel document? J'ai donc organisé une réunion de tous les officiers de police. Je leur ai montré le document et je leur ai dit, écoutez, il y a des centaines de gens qui ont été à Auschwitz et qui sont encore en vie. Ils ont encore leurs chiffres tatoués au bras. Et ils savent à quel moment ils sont arrivés à Auschwitz. Et donc, si vous dites par exemple que toutes les personnes internées à Auschwitz en juillet 1942 devraient se présenter à la police afin qu'on examine leur matricule et qu'on vérifie leur date d'arrivée, nous pourrons ainsi savoir si ce document est authentique. Je n'avais pas fini de dire cela que le policier en charge de la Pologne a remonté sa manche. Il nous a montré le chiffre tatoué sur son bras et il a dit « Je suis arrivé à Auschwitz en novembre 1943. Voici mon numéro. » Et le numéro correspondait exactement à celui qui était écrit sur la liste. 161, 135. C'était mon nom. De novembre 1943 jusqu'au 17 janvier 1945. Nous n'avions pas d'autre nom que ces numéros. Michael Goldman, dont le numéro figurait sur la liste des déportés, avait émigré en Palestine après la guerre, où il était devenu officier de police. Il fut l'un des principaux enquêteurs du bureau 06. Nous étions 14 officiers interrogateurs. Il y avait une équipe technique. Ensemble, nous étions 34 personnes. Ma propre unité, mon propre département, s'occupait principalement de l'assassinat des Juifs de Pologne, des Juifs qui se trouvaient dans l'Union soviétique, qui a ensuite été dominée par les nazis, des Einsatzgruppen, et des Juifs des pays baltes, sans compter ce qui s'est passé dans les camps d'extermination en Pologne. Pendant 8 mois, nous avons conduit cet interrogatoire, y compris en lui montrant différents documents, en lui posant des questions, en enregistrant ses réponses, jusqu'à ce que nous puissions établir des conclusions. Parmi les tout premiers témoignages, le tribunal entend celui d'Avner Less, l'officier supérieur qui a mené les interrogatoires du bureau 06. Le public écoute la voix d'Eichmann, répondant aux questions du policier sur des bandes enregistrées. Das Dezernat 4B4 hat nie Tötungsbefehle bekommen. Nie. Damit hat das Referat 4B4 nichts zu tun gehabt. Sondern es ist der reine transportmäßige Teil gewesen, zu dem selbstverständlich. Eichmann y explique ses fonctions au sein du bureau 4B4. Il s'emploie à atténuer ses responsabilités, affirmant qu'il n'a fait que suivre les ordres de Himmler et Müller, ses supérieurs hiérarchiques. Notwendig war, denn ich sagte schon gestern, glaube ich, dass es natürlich nie so gehen konnte, also zum Beispiel Befehl für Paris oder Den Haag oder Brüssel, hier 1000 Mann in einen Zug hinein. Sondern da mussten Richtlinien erstellt werden. Die Leute mussten ja, die Evakuierungsbehörde musste ja wissen, was und welcher Personenkreis. Diese Feststellung hat selbstverständlich, das muss ich zugeben, das Referat 4B4 an diese Stellen gemäß den vorliegenden Weisungen und Befehlungen der Vorgesetzten von 4B4 weitergegeben. Wir haben sie alle zusammengejuckt in eine große Schule in Mielec. Und dort hat man alle Juden fast geschochten und geschossen. In welche sind rausgesprungen vom Fenster, hat man sie Badewand geschossen. ושם
La culpabilité d'Eichmann était un enjeu fondamental de son procès. Il n'était pas le seul. Jusqu'alors, le génocide n'était qu'une circonstance aggravante de la criminalité nazie. Au tribunal de Nuremberg, la parole des survivants n'avait pas été entendue. À Jérusalem, ils viendront du monde entier raconter le génocide, de la nuit de cristal au massacre sur le front de l'Est, puis dans les camps de la mort. Pour Israël, il était nécessaire que leurs paroles s'expriment au cours du procès, afin que le monde prenne conscience des atrocités commises, mais aussi pour des motifs intérieurs qui agitaient alors la société israélienne. Pour moi, ce procès était le procès des témoins. Tous ces gens sont venus ici, ils n'avaient pas de famille, la confrontation a été souvent difficile et ils ont essuyé beaucoup d'accusations. Il y avait de l'incompréhension, de l'humiliation. Un matin, un médecin juif, Budzminski, a témoigné. I first returned to the ghetto, and in the ghetto I saw this Schwamberger. Il a raconté qu'il avait vu à travers la fenêtre comment un officier SS allemand fouettait un garçon juif couché par terre. En tant que médecin, il a compté les coups. Il en a compté 80. Cette histoire avait l'air tellement lointaine, une histoire d'un autre monde, que les gens avaient du mal à y croire. Et là, Hausner, le procureur, lui demande: Mr. Hausner, do you see in this courtroom the little boy who received these whippings? Yes. Is this Officer Goldman sitting right next to me? Yes, this is Officer Goldman. J'ai regardé Mickey Goldman, assis à un demi-mètre de la cellule de verre. Le public a compris exactement ce qui se passait. Le sens presque métaphorique de ce moment où le garçon, humilié, torturé et fouetté, est devenu l'accusateur. Une personnification de la justice. Pendant la suspension d'audience, quelques amis, parmi lesquels l'un des plus grands résistants du ghetto de Varsovie, Antek Yitzhak Zuckerman, sont venus voir Mickey. J'étais parmi eux. Antek lui a dit: « Mickey, pourquoi tu ne l'as pas raconté? Nous ne savions pas. » Alors j'ai dit: je n'ai jamais raconté ça, sauf une fois quand je suis arrivé en Israël. L'homme était assis avec sa femme. Nous parlions yiddish, mais je parlais déjà hébreu. Et il a dit à sa femme, cet homme à qui je racontais mon histoire, ces gens-là ont vécu des choses tellement terribles pendant la Shoah qu'apparemment ils mélangent le fantasme et la réalité. Quand Antek Zuckerman et Chaim Guri m'ont demandé « Pourquoi n'as-tu pas raconté ?» J'ai dit « Ce que j'ai entendu de la bouche de cet homme qui ne m'a pas cru, c'était le 81e coup. Et ce n'est pas seulement moi qui ai reçu le 81e coup. Tous ceux qui sont arrivés en Israël et qui ont raconté ce qui leur était arrivé dans les ghettos n'ont pas été crus par les gens qui se trouvaient en Israël à ce moment-là. » Faire témoigner les survivants, c'était les intégrer à la société israélienne. Les immigrants d'Europe de l'Est, qui ont créé le foyer juif dans les années 20, avaient fui les ghettos et les pogroms. Ils sont devenus en Palestine des pionniers. Pour leur survie, les armes à la main, ils se sont battus contre les Britanniques, puis contre les armées arabes.
Nos jeunes gens, beaucoup de jeunes, ne voulaient pas entendre parler de l'Holocauste. Certains des enfants israéliens, de jeunes élèves, ne voulaient pas en entendre parler parce qu'ils se sentaient honteux. Un jeune Israélien comprenait qu'on peut être blessé au combat, qu'on peut se faire tuer ou même perdre la guerre. Il peut comprendre cela, mais il ne pouvait pas comprendre comment des centaines de milliers et des millions de gens ont pu être conduits à l'abattage sans opposer de résistance. C'est la raison pour laquelle les jeunes préféraient ne pas en entendre parler plutôt que de ressentir de la honte. Les victimes du génocide, ces juifs qui se sont laissés conduire à l'abattoir, comme on disait alors, contrariait l'image héroïque du renouveau juif en Israël. Pour les autorités de l'État, il s'agissait donc de privilégier leurs actes de bravoure, incarnés par la résistance des ghettos. La Knesset a voté une loi dont je n'aime pas le nom, le jour de commémoration de la Shoah et de la bravoure. Ce sont pourtant deux expériences distinctes, celle de la Shoah et celle de la bravoure. Israël est né des actes d'héroïsme, et donc on a cherché à y inclure la bravoure des partisans. Abba Kovner était l'un des chefs de la résistance du ghetto de Vilnius, en Lituanie. המפקד הראשון של ארגון הלוחם שלנו היה אדם מופלא בשם יצחק, או שקראנו לו איציק ויטנברג. בליל 15 ביולי קרא גנץ, מפקד המשטרה היהודית בגטו, שלח את נציגו וביקש לבוא אליו להתייעצות. ביקש לבוא בדחוף את איציק ויטנברג. הגרמנים לא נכנסו לגטו, אבל הודיעו לגנץ שאם עד 3 לפנות בוקר לא יובא ויטנברג לידיהם, אז הם משמידים את הגטו. הגטו נסער, תחילה לא האמין, ואז באה הסתרות זעם של מי שעתידים היו להיות הנרצחים נגדנו, מי שביקשו להיות מגיניהם. בגרזינים, במקלות, באבנים, גם בנשק. בנשק שקיבלו מגרמנים נגדנו. עמדנו מול אחים, הסברנו להם. נתנו פקודה ללוחמים שלנו לא להשתמש בנשק, אפילו לא בנשק קר. אנשינו תלשו את שרותיהם, זבו דם ברחובות כשהסבירו להם שרצו לקרוא את האשליה מהם, שזה לא בגלל אדם אחד, אם כי לימים התברר. עלינו, הגענו אל מרבעו של ויטנברג, אנחנו אנשי המפקדה. רגע, הוא רצה לאבד עצמו לדעת. אז אמרתי לו, אני, ראה, ברחוב עומדים יהודים. בהם נצטרך להילחם כדי להגיע אל האויב. אולי הם יעמדו ויצחקו. זהו המצב. תן פקודה ונילחם. אתה מוכן לזה? בוא. הוא לא היה מוכן לזה. היה אדם גדול. מסר לי את האקדח, מינה אותי למפקד, יצא לרחוב. ברחוב אמרו כאן, הוא הלך לשער הגטו, התמסר לידי הגסטאפו. כן, הוא עונה, הוא מת. תהילתי האחרונה, מר קובנר, עד שהקמתם את הארגון היהודי הלוחם,
כמה מיהודי וילנה הלכו לפונר להשמדה? 40,000. זה היה בתוך אינטנסיביות של מספר חודשים. La bravoure des résistants était réelle, mais négligeable au regard de la catastrophe. Elle fut reléguée au second plan. Les rescapés étaient avant tout des victimes. Nous avons montré par quelle méthode systématique, presque scientifique, les Allemands s'employaient à tromper les gens, que ce soit les Juifs, les Gitans ou les commissaires russes. Comment ils empêchaient les gens de se défendre en les trompant jusqu'au tout dernier moment, et comment ensuite les victimes étaient si affaiblies qu'elles ne pouvaient plus résister, et que donc il n'y avait pas de raison d'avoir honte. To get out from the concentration camp at this time, to escape from the concentration camp, was of no problem at all. One could escape easily. The only thing what it was the problem that if one escaped, they shot 10 people from your brigade and they brought all your family and relatives and hanged them in the street. So at this time still, most of us had family in the city. Mikhail Podchevnik faisait partie d'une équipe chargée de vider les cadavres des camions à gaz. L'Europe de l'Est, envahie par les nazis en juin 1941, avait été le laboratoire du génocide. On y tuait les Juifs dans de grandes fusillades et dans des camions à gaz. C'était avant l'assassinat industriel dans les camps de la mort. Bij 25 man had men gegroeven alle de griepen. 25 איש היו שם, הכל חפרו בורות. Zo met gegroeven de griepen, maar uitgevoerd bij halb zim in de vrije, in winter. Tussen de begin van 2 Tage van najaar, 1941. Nog een zo met gegroeven de griepen, en je kwam in die ort is te gaan met de aangejoekte mensen. Had men uitgenomen 5-6 man, en met gemist uitschleppende mensen, had men gegeven dort, had men bal in stiegel last. Is dat er gestaan aan minuut 2 rausgegangen, dat is een reuig van de mensen, van de motor, en dat moest rausfahren van alle mensen op de rij. Neben de griep. Niet erop in de griep, maar neben de griep. האנשים היו כבר מתים? Gewesen ganzen Zeit. Alle. Einer, was hat noch gewesen, was schon gut gekannt, von den Stuttmann, der gewesen auch ein Kräftiger, hat noch ein bisschen gelebt, was einer zu gegangen hat und geschossen bald, nach Akora. Der eine, was gewesen war, die ganze Zeit von dort hat noch gelebt. Kasker Jakob. Noch ein Mensch gestanden, und man musste jeden einen mal wegnehmen in der Saat. Haben sie rausgerissen mit einer gestanden, einer ein Ukrainer gewesen, einer ein Deutsch. Er hat gerät, einen schwachen Deutsch, kommt kein Verstand. Mit einem Zwang in der Hand und rausgerissen, die goldene Zehen. Und wer sich an den Finger, also man kann da rupnehmen, man abgeschnitten den ganzen Finger. ואתם הייתם קוברים את הגוויות. De mensen nou zo zijn gelegen, nog hadden ze gemist erop varen van de Grieberaan. En dat er staan speciale mensen, die ze gemist ausleigen, klaar. Een neben anderen, soms zeggen, du a kop, du a fies. ובמכונית השלישית הגיע מישהו שהכרת אותו. Ich habe schon gearbeitet, habe vor Tag dort. Ich komme von wie ich gewohnt. Ich habe mir genommen die ganze Stadt. Er war eine Frau, Mann mit 2 Kindern. וראית אותם כשהוצאו מהמכונית. Aber ich mich niedergelegt, neben der Frau. Ich wollte sie dann nicht schießen. Jetzt hier gekommen, mein Netzmann hat gesagt, die hast noch nicht gekriegt, da kannst du noch arbeiten. Er hat mir noch gegeben, hat 2 Batter gegessen und hat mich weggeschleppt. Les journalistes, qui sont aux premières loges du public, comme le chroniqueur judiciaire Frédéric Potcher, sont sidérés par les horreurs de la Shoah qu'ils entendent pour la première fois. Leur compte-rendu dans les médias en témoigne. Jamais de ma vie je n'ai vu un accusé comme Eichmann. Jamais nous n'avons entendu parler d'un criminel qui avait tué avec une telle frénésie, avec une telle rage. Tant de gens innocents et tant d'enfants surtout. Ce que nous avons entendu ici depuis 8 jours dépasse
ce que l'imagination peut imaginer, peut inventer de plus noir. Et puis il y a cet assassin étrange, cet homme curieux, qui est calme, qui est détendu, qui a ses écouteurs aux oreilles, qui est assis sur sa chaise, correct, qui ne bouge pas, qui a l'air d'écouter avec intérêt tout ce qu'on dit. Or, ce qu'on dit, ce sont des choses horribles que je ne pourrais même pas vous redire ici, car je crois que vous ne pourriez pas le supporter. Vous ne pouvez imaginer... The trial of Eichmann is important because for the first time, le procès Eichmann est important parce que c'est la première fois que le récit complet de la persécution des Juifs, des crimes de masse, du génocide, est exposé de manière si claire et si dramatique. C'était la première fois que le monde entendait la voix des victimes, entendait ces témoignages sur une si longue durée, jour après jour, qu'il voyait ces gens témoigner de choses terribles qui n'avaient jusqu'alors jamais été consignées, qui n'avaient jamais touché un large public. Déporté en décembre 1943 au camp d'Auschwitz-Birkenau, Yehuda Bekon effectuait différentes tâches dans l'enceinte du camp d'extermination. Il fut témoin du gazage de son père. Il avait 14 ans. שהיו סביב הקרמטוריום בשביל השריפה, היינו צריכים לפעמים לקחת בשביל הסקה סדירה למחנות. וכאשר גמרנו את העבודה והיה עוד זמן והיה קר, הקאפו של הזונדרקומנדו ריחם עלינו ואמרנו, ילדים, בחוץ קר, תתחממו בתאי הגזים, אין שם כרגע אף אחד. ואתם נכנסים להתחמם בתאי הגזים. הלכנו להתחמם באנטקליידונגסראום ובתאי הגזים. לפעמים כמובן קרה שכאשר הגענו לקרמטוריום אמרו עכשיו אתם לא יכולים להיכנס, יש אנשים בפנים. לפעמים לקחנו, זה היה מקרמטוריום מספר 3 אחרי ששרפו אותו, את האפר, ובחורף היינו צריכים להשתמש באפר לכבישים נגד הקור. Yael Katsetnik, rescapé d'Auschwitz et écrivain à succès en Israël après la guerre, peine à rendre compte de l'enfer qu'était le camp d'extermination. Son langage poétique déroute ceux qui l'écoutent. זהו הלבוש של הפלנטה הקרויה אושוויץ, ואני מאמין באמונה שלמה שכשם באסטרולוגיה הכוכבים משפיעים על מזלנו, כן, הכוכב האפר אושוויץ עומד למול כדור ארצנו ומשפיע עליו. אם אני יכול לעמוד כאן לפניכם היום ולספר את הקורות מתוך הפלנטה הזאת, אם אני הנפיל של הפלנטה הזאת יכול להיות כאן עכשיו, הרי אני מאמין באמונה שלמה שזה הודות לשבועה שנשבעתי להם שם. נפרדו ממני ובמבט עינינו הייתה השבועה הזאת. רגע אחד, תשמע עכשיו לי. לא, עברתי נור. שקט. שבו במקומכם בבקשה, אני מבקש.
Pendant l'audition des rescapés, des incidents émaillent les débats. Dans le public, certains s'en prennent à Eichmann, d'autres aux témoins juifs soupçonnés d'avoir collaboré avec leur bourreau. Quand Eichmann était venu personnellement à Budapest en 1944 pour organiser la déportation des Juifs de Hongrie, Fulop Frödiger était un des dirigeants de la communauté quand fut négociée la vie d'1 million de Juifs contre 10 000 camions. Joël Brandt, en charge de la négociation, avait tenté de convaincre les Alliés d'accepter la proposition d'Eichmann, sans y parvenir. En pleine audience, Frödiger est injurié, accusé de trahison. There were some people, who say that there were some Jewish leaders, for instance, in Poland. Il y avait aussi des gens qui disaient qu'il y avait des chefs juifs en Pologne qui étaient parfois forcés de préparer des listes de gens, de juifs qui devraient être déportés vers les camps de la mort. On leur disait que s'ils obéissaient, ils seraient sauvés, eux et leurs familles. Certains ont refusé de le faire, mais d'autres l'ont fait. Ils l'ont fait afin de sauver leur vie et celle de leur famille. De notre côté, il nous a toujours semblé difficile de condamner ces gens pour ce qu'ils avaient fait dans cette situation si particulière. Deux mois après l'ouverture du procès et l'audition de 111 rescapés, l'accusation en a terminé. L'heure est à la défense. Interrogé par son avocat, la voix d'Eichmann résonne maintenant dans le prétoire. Der Führer hat die physische Vernichtung des Judentums befohlen. Er gab mir die Weisung, mich nach Lublin zu begeben und mich mit Globotschnik ins Benehmen zu setzen, der von Himmler, das glaube ich mich zu erinnern zu können, von Himmler den Befehl zu dieser Tätigkeit hätte. Und zwar handele es sich darum, dass Globotschnik die russischen Panzergräben benutzen solle. Das war der Befehl, den mir Heydrich gab. Dans un premier temps, Eichmann revient longuement sur les visites d'inspection qu'il a effectuées à l'Est entre 1941 et 1942. Il y fut témoin des massacres perpétrés par les commandos mobiles de Thury, mais nie toute implication. Nach diesem Besuch in Kulm wurde ich abermals von Müller diesmal nach Minsk geschickt. Und zwar teilte mir Müller mit, dass in Minsk erschossen würde. Er wünsche darüber Bericht. Ich kam nach Minsk und ich sah, wie die Schützen hineinhielten in die Menschenmenge, die in einer Grube stand. Es ist die Angelegenheit, von der ich bereits gesagt hatte, dass ich dort sah, wie einer Mutter das Kind vom Arm weggeschossen wurde. Und über meine diesbezügliche Reaktion habe ich auch schon ausgesagt. Erst nachdem ich diese Stätten habe befehlsgemäß besuchen müssen und über das dort Gesehene meine Berichte abgeben müssen, bekam ich den Befehl, nach Auschwitz mich zu begeben, um dort ebenfalls diese Angelegenheit Müller zu berichten. Tout au long de l'interrogatoire, Eichmann maintient la même ligne de défense. Il n'était qu'un fonctionnaire au service de sa hiérarchie. Il ne peut en rien être tenu pour le responsable de la solution finale ou de sa mise en œuvre.
Ses attributions se limitaient strictement à la question des transports. Ce que contenaient les trains ou leur destination ne relevait pas de sa compétence. Das war meine Aufgabe. Alles andere ist nicht wahr. Wenn Höss behauptet, dass ich mit ihm eine Gasangelegenheit besprochen oder behandelt hätte, so ist das eine Unwahrheit. Ich habe mich nie darum gekümmert. Ich habe diese Befehle im Gegenteil mit dem größten Widerwillen entgegengenommen und trotz meiner wiederholtesten Bitten, mich von diesen Aufgaben auszunehmen und mich von diesen Aufgaben zu entbinden, wurde seitens meines Vorgesetzten nicht entsprochen. Ich hatte diesen Befehl durchzuführen. La responsabilité d'Eichmann dans les meurtres par fusillade menés par les Einsatzgruppen en ex-URSS ne fut pas prouvée par l'accusation. C'est donc en examinant le rôle joué par l'ancien nazi pendant la conférence de Wannsee que le procureur pensait démontrer son implication dans la décision d'exterminer tous les Juifs d'Europe. À la fin de l'année 1941, Heydrich organise une réunion qui se tient à Wannsee, dans les environs de Berlin, au cours de laquelle les hauts fonctionnaires allaient être briefés et informés d'une nouvelle politique. Le but de la conférence de Wannsee était de coordonner l'assassinat en masse de tous les Juifs d'Europe. Eichmann, sciemment, volontairement, prend sur lui la tâche d'administrer le génocide. C'est-à-dire d'assassiner des millions de Juifs. Est-ce un problème pour lui? Il a dit volontairement, et il le répète au cours de son interrogatoire, que puisque les dirigeants du Reich avaient décidé de tuer tous les Juifs d'Europe, tous les Juifs sous contrôle allemand, il se devait de faire le travail comme un bon fonctionnaire. Il a fait ce qu'on lui demandait. Il a fait son travail et il a essayé de le faire du mieux qu'il pouvait. Interrogé sur son rôle au cours de la conférence de Wannsee, Eichmann se contente d'évoquer l'ambiance qui régnait autour de la table où sont réunis Heydrich, Müller et les principaux administrateurs du génocide. Il décrit ses fonctions d'alors comme celles d'un secrétaire, n'étant à aucun moment intervenu dans les débats. Es wurde von Töten und Eliminieren und Vernichten gesprochen. Ich selber hatte ja meine Vorbereitungen zu machen für die Protokollangelegenheit. Ich konnte nicht dastehen und einfach zuhorchen. Aber die Worte drangen eben zu mir heran, denn das Zimmer war ja nicht so groß gewesen, als dass man in den Wortschwall nicht einzelne Wörter hätte aufgeschnappt. חשבתי שזה היה בחלק הרשמי של הישיבה. Ich dachte, das war im offiziellen Teil der Tagung. Selbstverständlich, jawohl, es war auch im offiziellen Teil, Herr Präsident. Aber der offizielle Teil, wenn man so will, der setzte sich wieder aus zwei Teilen zusammen, nämlich der Anfang, wo alles ruhig gewesen ist und zugehorcht hat, und dann gegen das Ende zu, wo die Sache durcheinander gesprochen wurde und wo die Ordonnanzen reichten während der ganzen Zeit Cognac oder andere Getränke. Und es ist nicht, dass etwa eine alkoholische Wirkung zustande gekommen ist. זאת אומרת שעניין אופני ההמתה היה עניין לא חשוב. Das soll also heißen, dass die Tötungsarten ein unwichtiges Thema waren. Ah, die Tötungsarten. Als sehr nach nur מדברים, darüber sprechen wir. Das ist natürlich nicht, das hat er nicht hineingenommen, nein, nein. האם דובר על המתה על ידי גז? Wurde damals über Tötung durch Gas gesprochen? Nein, mit Gas nicht. אלא איך? Obwohl, sondern wie? Es war die Motorengeschichte Gegenstand der Erörterung, das weiß ich. Erschießen. Von Gas habe ich nichts gehört. kann ich auch nicht greifen. אחר כך נאמר פה בפרוטוקול, באותו סעיף, שגאולייטר מאייר, סטאטססקרטר דוקטור בוהלר, היו סבורים dass gewisse vorbereitende Arbeiten im Zuge der Endlösung gleich in den betreffenden Gebieten selbst durchzuführen sind, wobei jedoch eine Beunruhigung der Bevölkerung vermieden werden müsse. באיזה עבודות היה מדובר כאן? Ich hatte vorher die vorbereitenden Arbeiten
im Distrikt Lublin gesehen. Ich schilderte das, wo die 2 Häuschen gemacht wurden, hermetisch abgeschlossen wurden. Wo schilderten Sie das? Anlässlich meiner Shamanu, אני רוצה לדעת מה היה בישיבה הזאת. Das haben wir schon gehört. Ich will wissen, was bei dieser Tagung war, was damals darüber gesprochen wird. Können Sie sich nicht erinnern? Können Sie sich nicht erinnern? Ich weiß es heute nicht mehr, aber ich bin sicher, dass diese Angelegenheit besprochen worden ist und gemeint war. Wenn es heißt, an Ort und Stelle, ohne die Bevölkerung zu beunruhigen, so kann ich mir gar nichts anderes vorstellen, als dass solche Anlagen gemeint waren, wie ich sie kurz vorher gesehen hatte. Eichmann n'a pris aucune part dans la décision et dans la planification de la solution finale. La conférence de Wannsee devait pourtant décider de son destin et du rôle essentiel qu'il a joué dans l'extermination des Juifs. Cette phrase qu'il utilisait, « transporter les Juifs à la boucherie », signifie qu'il n'était pas responsable des escadrons de la mort, mais qu'il allait être Adolf Eichmann, celui qui organiserait la rafle des Juifs, le transport des Juifs. C'est ainsi qu'il allait devenir une figure centrale du génocide. C'est là qu'il franchit son Rubicon. S'il maintient que sa fonction se limitait exclusivement aux aspects techniques du transport des Juifs vers les camps de la mort, le procureur Hausner fait apparaître, au fil de l'interrogatoire, l'implication personnelle d'Adolf Eichmann. Son acharnement a fait rouler les trains coûte que coûte. La question des enfants du Veldiv, déportés de France vers les chambres à gaz de Birkenau en août 1942, est l'un des tournants du procès. Georges Wellers, chercheur à l'Institut Pasteur, a vu arriver à Drancy, où il était interné, les enfants de la rafle du Veldiv. Eichmann avait donné l'ordre de les envoyer vers Auschwitz, où Wellers serait lui-même déporté. Alors ces malheureux enfants étaient complètement désorientés, désaxés. Ils quittaient les autobus en silence. Il y avait beaucoup de petits-enfants, des enfants de 2, 3, 4 ans, qui ne connaissaient même pas leur nom. Ils dormaient les uns à côté des autres par terre, très souvent pleuraient les uns les autres. Ils s'agitaient, ils appelaient leur mère. Il est arrivé quelquefois que toute une chambrée de 120 enfants s'est réveillée au milieu de la nuit. Ils ne se possédaient plus. Ils hurlaient en réveillant les autres chambrées. Et c'était affreux. זאת לא החלטתי, זאת לא הכרעה שלי, כי מסתבר מן המסמך שלפני כן, כי הייתה שאלה שהופנתה, מה לעשות עם הילדים האלה אשר המשטרה הצרפתית עצרה אותם בשעת המצוד, אם יש לגרשם. Und Sie haben eben den Beschluss getroffen, die kennen Roll. Ich habe diesen Entschluss nicht getroffen. Eichmann reconnaît avoir donné l'ordre par téléphone de déporter les enfants, mais il réfute en être l'instigateur. Selon lui, seul Himmler pouvait prendre une telle décision. Il n'aura été qu'un exécutant. Aus diesem Schreiben aus diesem Vermerk geht jedenfalls hervor, dass ich angerufen habe. Und da habe ich dann mitgeteilt, dass sobald die Transporte in das Generalgouvernement wieder möglich sind, Kindertransporte abrollen können. Mr. Dallaire, did the children leave camp willingly, easily? Non. Plusieurs fois, il est arrivé que les enfants commençaient à pleurer, à se débattre. Il était impossible de les faire descendre dans la cour du camp. Et alors, c'était les gendarmes qui montaient dans les chambres, qui prenaient dans leurs bras les enfants qui se débattaient et qui hurlaient, et qui les descendaient dans la cour.
Let me just ask you this, Mr. Belair. In 1944, when you came to Auschwitz, did you then see any one of these children alive? Oh non, évidemment pas. Avant le procès, lorsque j'étais en charge de l'instruction, je n'oublierai jamais le jour où j'étais assis à mon bureau à la prison. Je lisais l'autobiographie de Rudolf Höss. Rudolf Höss était le commandant du camp d'Auschwitz. Waren von 1940 bis 1943 Lagerkommandant von Auschwitz. Und in dieser Zeit sind Hunderttausende von Menschen dort in den Tod geschickt worden. Ist das richtig? Jawohl. Ist es weiter richtig, dass Ihnen Eichmann erklärte, insgesamt seien in Auschwitz über 2 Millionen jüdische Menschen vernichtet worden? So richtig. Cet homme a été exécuté en 1948. Mais avant son exécution, il avait écrit son autobiographie. Et c'est ce que je lisais ce jour-là. J'ai lu qu'il racontait comment, pendant plusieurs jours, ils avaient dû tuer 1 millier d'enfants juifs par jour. Il décrivait comment parfois les enfants s'agenouillaient devant lui en suppliant d'être sauvés. Il écrivait la chose suivante. Lorsque je devais pousser les enfants dans les chambres à gaz, mes genoux flageolaient un peu. Et il ajoutait, « Mais je me sentais toujours honteux de ma faiblesse, après avoir parlé à l'Obersturmbannführer Adolf Eichmann. » C'était son rang dans la SS. Car Eichmann m'avait expliqué qu'il était en premier lieu nécessaire d'éliminer les enfants. Car, disait-il, où serait la logique de tuer une génération d'adultes si on laisse en vie une génération de vengeurs potentiels qui pourraient par la suite recréer cette race? Peut-être que ce n'était pas dépourvu d'une certaine logique macabre. Toujours est-il que 10 minutes après avoir lu ce passage, on me prévenait qu'Eichmann voulait me voir. Je n'ai pas oublié avoir entendu ses pas à l'extérieur. Et lorsqu'il était assis en face de moi, comme vous aujourd'hui, il était assez difficile d'être impassible après ce que je venais de lire à propos de la nécessité de tuer les enfants juifs. Ce fut ma première rencontre avec lui. Mr. Rommel, Adolf Eichmann has said repeatedly on the witness stand in his own defense that Befehl ist Befehl, to use the German phrase, orders are orders. How would you, as the son of a field marshal yourself, interpret that defense? He says Befehl is Befehl. This is nonsense. This says a man which has no ethic ideas. And if he says that he couldn't escape, this is wrong. Also in a dictatorship, it's a very simple way to escape. This is in a war from executing such orders. This is a way to go to front line. From my experience, I can say that nobody would have been killed, shot, or hanged in the Third Reich when he would have said, yes, I want to give my life at the front line. I don't want to have this job. I can do it. I cannot do it. Give it to anybody who is not able to fight. I want to fight. But this, of course, is a very difficult thing. Fighting on the front line means losing their own life, maybe. Il répétait tout le temps qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres. Depuis le début, c'était « J'admets les faits, mais je ne suis pas coupable ». Nous avons obéi aux ordres. Cette défense nous dégoûtait. Eichmann et ceux qui ont été jugés en Europe disaient tous la même chose. Nous avons obéi aux ordres, nous avions prêté serment, nous ne sommes pas coupables.
Mon père avait placé une caméra qui restait braquée sur le visage d'Eichmann. À travers ce gros plan, il a pu poser la question « Qui est Eichmann ? Comment pouvait-il être aussi froid ?» Et on n'a jamais répondu à cette question. Eichmann reste assis, impassible. Mon père ne pouvait pas comprendre. Il ne pouvait tout simplement pas admettre le fait qu'un individu puisse ne pas réagir à chaque témoignage, à chaque horreur, des horreurs ahurissantes, racontées par ces gens qui n'avaient jamais parlé de ces choses auparavant. Et le fait est que le visage d'Eichmann, ce visage impassible, était une icône représentant la froideur de la machine allemande, cette machine fasciste allemande qui avait pu faire tout cela sans la moindre émotion. Ce n'est que dans sa phase finale que le procès révèle le vrai visage de l'accusé. Non pas celui d'un fonctionnaire dénué de libre arbitre, mais d'un nazi fanatique, accomplissant sa mission jusqu'aux derniers instants possibles. En mars 1944, Eichmann avait été envoyé à Budapest pour superviser la déportation des 474 000 juifs de Hongrie vers Auschwitz. Là, il contrevint aux directives de Himmler, qui lui ordonnait de cesser les déportations, la guerre étant perdue. Les enregistrements de Wilhelm Sassen, dont les transcriptions sont lues à l'audience, accablent l'accusé. En 1956, un journaliste du nom de Wilhelm Sassen, qui était moitié allemand, moitié hollandais, il avait servi dans les Waffen-SS pendant la guerre, principalement en tant que journaliste de propagande, et qui avait fui en Argentine après la guerre, comme de nombreux nazis, rencontra Eichmann. Wilhelm Sassen a interviewé Eichmann à de nombreuses reprises. Et dans ces conversations, Eichmann se vante de son rôle dans la solution finale. Il se décrit comme un idéaliste. Il dit qu'à la fin de la guerre, il a rassemblé ses hommes dans les ruines de Berlin et leur a dit qu'il sauterait avec joie dans sa tombe, sachant qu'il avait éliminé 5 millions d'ennemis du Reich, les Juifs. Il se flattait du bon temps en Hongrie, se lamentait des difficultés qu'il avait rencontrées au Danemark et aussi de temps à autre en France. Il dit que s'il n'avait pas pu accomplir l'anéantissement total des 10,3 millions de Juifs en Europe, c'était un signe de faiblesse de sa part, et aussi à cause des luttes intestines au sein du mouvement nazi et au bureau central de la SS. Il regrettait sa faiblesse et son échec, son incapacité à faire quoi? Son incapacité à totalement anéantir tous les Juifs. Ainsi, lorsque ces enregistrements ont été utilisés lors de son procès, l'effet a été absolument dévastateur. אני אומר לך שאמרת את הדברים הבאים, תקשיב. Und so war es mit den Juden gewesen, als ich damals den Befehl bekam, säuglinghaft, unvorbereitet gegen den Gast des Wirtsvolkes vorzugehen, da habe ich mir meine Gedanken gemacht. Und als ich die Notwendigkeit erkannte, da habe ich sie mit jedem Fanatismus ausgeführt, den man an sich als alter Nationalsozialist von sich erwartete, den aber auch zweifellos meine Vorgesetzten von dem dazu Bestellten erwarten. Stimmt es? So haben Sie es gesagt. Ich habe gesagt, dass ich nicht weiß, Stimmt was es, richtig ist. Das haben Sie gesagt, ja oder nein? Das kann ich nicht beurteilen. Vielleicht ist es im Weingenuss gewesen. Vielleicht habe ich es gar nicht gesagt. Vielleicht ist es hineinfalsifiziert worden. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. En Hongrie, en 1944, Eichmann se comporte avec une énergie démoniaque. Il va voir si les trains sont correctement chargés, s'assurant jusqu'au dernier moment que les derniers Juifs soient bien déportés. Je pense qu'à ce stade de sa carrière, il s'est identifié totalement à cette politique. Il aurait pu agir d'une toute autre manière. À ce moment-là, il a assurément fait preuve d'énergie, d'initiative et de fanatisme.
של יהודים מבודפסט לעבר אוסטריה באה ממך? Nein, der kam nicht von mir, sondern der kam vom höheren Polizeiführer und Fesemeyer. אני אומר לך שההצעה באה ממך, ואחרי זה קיבלת לזה את אישורו של ראש הסיפו וההסדה. Nein, so ist es nicht. ושאמרת בלבך, אם בנות הברית הפציצו לי כבר את דרכי השילוח לרייש, אז אקח את היהודים ברגל. נכון? Das war im Prinzip aller Überlegungen in Ungarn, aber ich war nicht derjenige, der den Fußmarsch entrierte. אני לא אומר שאתה ציווית, אני אומר שהצו בא מראש הסיפור, אני אומר שאתה הצעת, שאתה היית יוזם ההצעה. Nein, es ist nicht gut möglich, denn ich war, Nein, als der Vorschlag war, in Berlin. sofort überzeugen. I argue that Eichmann was a Eichmann thinking était quelqu'un d'intelligent. human being Les choix who qu'il a made faits, il les a choices, faits en toute conscience. informed choices. I think that at Wannsee, À Wannsee, il savait qu'on lui demanderait d'organiser un he was génocide, being asked to organize a ce genocide, que nous appelons aujourd'hui un what we génocide. would call a genocide today, and he Et took il a on accepté that ce job travail volontairement, knowingly, en connaissance de cause. voluntarily. This was not the action Ce n'était pas of le a fait d'un homme stupid stupide man, a ou dumb terne, man, a un banal banal bureaucrate, un robot. a robot. This was the Ce action fut la décision de quelqu'un qui savait très clairement ce qu'il faisait. Et la raison pour laquelle Eichmann est un être humain si épouvantable, c'est parce que ce qu'il a fait, il l'a fait en sachant que c'était mal, en sachant que c'était un crime. you might say evil. מי שעסק בהשמדת יהודים היה בעיניך פושע? Es war ein unglücklicher Mensch gewesen. האם היה פושע? היה זה אדם אומלל, war es ein Verbrecher? Denn er hatte seinen האם היה Fahneneid. פושע War es ein בעיניך? Verbrecher כן in או Ihren לא? Augen, ja oder nein? Diese Frage zu beantworten wage ich nicht, denn ich wurde nie in eine solche Situation gestellt und gesteckt. ראית את הס עושה את זה באושוויץ. חשבת אותו אז לפושע, לרוצח? Ich habe ihm gesagt, das, was er zu machen befohlen bekam, könnte ich nie machen. זאת לא שאלתי. שאלתי היא אם אתה בלבך ראית בו רוצח. In mein Innenleben, meine Nein, in Ihrem Innenansicht, Herzen. das ist eine Frage, die mich ganz persönlich anbelangt. Und wenn ich sie damals nicht ausgesprochen habe, so werde ich sie auch heute nicht aussprechen. Denn was mein Innenleben mir sagt, das ist eine Sache, die ich mit mir alleine rumzutragen habe. לא, לא, זה תצטרך להשיב לי כאן. מה אתה חשבת על הס כשראית אותו רוצח יהודים? Das werden Sie müssen jetzt beantworten. Als Judenmörder sahen, wie betrachten Sie ihn? Als Verbrecher oder nein? Ich habe ihn bedauert und bemitleidet. Haben Sie ihn als Verbrecher betrachtet oder nicht? Meine inneren Gefühle gebe ich nicht preis. השאלה הזאת לא תוכל להתחמק. איך ראית את מפעל ההשמדה שידוע לך אז ואת נושאיו? על זה תצטרך להשיב. Der Mensch kann in Situationen kommen, die ihn nahe dem Wahnsinn treiben. Und wo es dann nur ein Schrittchen ist, nicht einmal ein Akt der Überlegung, wo er zur Pistole greift. Wie der Mensch darauf reagiert, der Einzelne, das ist dem Einzelnen überlassen. Ich kann nur sagen, wie ich wahrscheinlich und möglicherweise darauf reagiert hätte. Es steht mir nicht zu, über andere, die hier diesen Befehl bekommen haben, irgendwie eine persönliche Meinung abzugeben, denn diese Angelegenheiten liegen in Regionen, die jeder Mensch mit sich selbst abzumachen In hat. anderen Worten, Hess war kein Verbrecher in Ihren Augen. Nein, das sage ich auch nicht. Herr Richter, es ist
Ich muss das mit einigen Sätzen sagen. Es ist diese Angelegenheit eine Gefühlssache des einzelnen Mannes. Als ich das erste Mal tote Menschen, tote Juden gesehen habe, war ich erschüttert gewesen. Und diese Reaktion auf meine Nerven hat seit der Zeit kein Ende mehr gefunden. Es wirkte weiter. Ich habe meine Arbeit nach dem eisernen Muss getan, das mir auferlegt worden ist. Ich bin beeindruckt durch dieses Geschehen, das ich sehen musste, verhalten gewesen, meinem Chef mehrmals zu bitten, er möge mich endlich um Gottes Willen davon entbinden. Das habe ich bisher nie mit dieser Präzision zum Ausdruck gebracht, weil es zu leicht der Meinung verfallen könnte, als wollte ich mich heute hier in ein besseres Licht setzen und in etwa den Ausgang eines Urteils beeinflussen. Das liegt mir ferne. Ich habe nicht die Absicht, ich habe die Absicht, die Wahrheit zu sagen, und dann möge man eben befinden, was zu geschehen hat. Ich habe abschließend zu erklären, dass ich persönlich diese gewaltsame Lösung schon damals als nicht zu Recht bestehend betrachtet habe, schon damals als eine grässliche Tat betrachtet habe, zu der ich bedauerlicherweise, gebunden durch Fahneneid, auf meinem Sektor die transporttechnischen Angelegenheiten mit bearbeiten musste und von diesem Eid nicht entbunden wurde. Das habe ich dazu zu erklären. Le 11 décembre 1961, 8 mois jour pour jour après l'ouverture du procès, le tribunal prononça son verdict. L'accusé avait commis des crimes contre le peuple juif, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Adolf Eichmann fut condamné à mort. Il interjeta appel. Le 28 mars 1962, la cour d'appel confirmait le verdict. Il présenta alors un recours en grâce devant le président de l'État, qui fut refusé le 31 mai. Eichmann est devenu le symbole de la solution finale. Il n'en était pourtant pas l'architecte, comme Ben Gourion ou Hausner tentèrent de le démontrer. Sa personnalité continue de susciter commentaires et controverses. Ce n'était ni un simple bureaucrate, ni un rouage de la solution finale. Il n'était pas non plus l'incarnation du mal. Son attitude au cours du procès témoigna du contrôle qu'il avait sur lui-même, de l'énergie et de l'intelligence qu'il avait placée dans sa défense, de son absence d'empathie pour les victimes. Mais son procès ne se limiterait pas à l'examen de sa personnalité ou de sa culpabilité. Il permit de mettre en lumière la douleur individuelle des rescapés, en libérant leurs paroles, et de capter l'attention du monde sur le génocide. Le procès Eichmann a fait entrer la parole du témoin dans l'histoire. C'était le 30 mai 1962. Je suis arrivé cette nuit-là à la prison de Ramleh, là où il y avait la chambre dans laquelle on allait le pendre, quelques minutes avant minuit. Nous nous sommes tenus face à Eichmann, que l'on avait fait entrer. On l'a placé sous la potence. Il a dit en allemand « Vive l'Allemagne, vive l'Autriche, vive l'Argentine. Les trois pays auxquels je dois quelque chose. » Lui, il avait déjà la corde autour du cou. Et il est tombé dans la trappe. D'autres personnes ont conduit le corps dans un crématorium qui avait spécialement été installé pour lui, dans la cour de la prison. Quand ils ont sorti les cendres du crématorium, j'étais stupéfait de voir à quel point il restait peu de choses d'un homme. Et je me suis souvenu d'un jour
peut-être une semaine après que je fusse entré à Birkenau. On nous a emmenés devant une montagne de cendres. Nous savions déjà que c'était des cendres humaines. Pas loin de cette montagne, il y avait le crématorium. Et nous voyions le feu sortir de la cheminée. C'était glissant. Il y avait de la glace partout, le sol était gelé. Et il fallait disperser la cendre sur le sol pour que les soldats ne glissent pas dessus. Il fallait qu'on disperse la cendre humaine pour qu'ils ne glissent pas. Quand j'ai vu ce qu'il restait du corps d'Eichmann, alors seulement à ce moment-là, j'ai pu comprendre combien de centaines de milliers de gens il y avait dans cette montagne de cendres. Au port de Jaffa, nous sommes montés avec l'urne sur une vedette de la police et nous avons pris la mer. 6 miles au-delà des eaux territoriales d'Israël, le commandant des prisons, Nir, et moi, nous avons ouvert l'urne et nous avons versé les cendres dans la mer. Après la dispersion des cendres, nous sommes rentrés. Le soleil commençait à se lever. Nous nous sommes rapprochés du port. Je regardais les gens qui commençaient à aller au travail. Les pêcheurs qui rentraient d'une nuit de pêche, qui rentraient dans le port aussi. J'ai vu que la vie continuait. J'ai vu que la vie continuait et que le cauchemar de cette nuit-là était terminé.